J'apprécie votre démarche. Vous aurez pu passer le témoin et puis partir, parce que le gouvernement a désigné son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour faire tout le nécessaire administrativement. Mais politiquement, j'apprécie beaucoup que vous soyez venu ici, nous saluer avant de partir. Vous savez, personnellement, j'ai une bonne idée de votre travail. Ça fait plusieurs fois que je vous rencontre. Ce que je voudrais dire au moment où la MINUSMA quitte ici, que la MINUSMA est venue au moment où c'était très difficile pour le Mali. Il n'y avait même pas d'horizon, on ne voyait rien. Mais les travailleurs de la MINUSMA, vous êtes des fonctionnaires des Nations Unies. L'orientation politique, ce n'est pas vous, c'est défini ailleurs. Maintenant, vous devez mettre en œuvre, c'est exactement comme le gouvernement travaille. Donc les Maliens, je crois personnellement, je pense, n'ont rien à vous reprocher. Et nous allons toujours avoir en mémoire que le contingent de la MINUSMA au Mali a été celui où il y a eu plus de pertes en vie humaine dans l'histoire de ce mouvement. Ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Et ces hommes et ces femmes qui ont perdu la vie ici, nous nous inclinons vraiment pour leur mémoire. Nous considérons qu'ils ont donné leur vie pour le Mali. Maintenant, les autres considérations politiques, ça c'est comme dans un pays, les soldats on les envoie au front. Souvent il y a des guerres qui sont déclenchées sur le plan politique. Les soldats exécutent des ordres, ils n'ont rien à voir. C'est pour cela que j'apprécie beaucoup le rôle de l'ensemble des fonctionnaires de la MINUSMA, tous les travailleurs. Chacun a fait ici ce qu'il faut, ce qui lui a été demandé. Et l'autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est que, vous savez, nous avons l'habitude en Afrique de séparations brusques comme ça, des mariages et divorces comme cela. Bon, souvent le matériel est détruit. On connaît ça dans l'histoire, mais la MINUSMA a eu la sagesse de travailler avec le gouvernement malien pour retenir tout ce qui est utile et qui peut servir encore aux Maliens, y compris le camp que vous venez de remettre aujourd'hui. Le camp opérationnel que vous venez de mettre aujourd'hui, il va être utile au Mali, aux Maliens. Donc l'ensemble des forces internationales qui se sont retirées du Mali, ou qu'on a amené à se retirer, il faut que vous considérez que ça c'est du domaine de la politique. Et sur le plan technique et opérationnel, nous n'avons pas de reproches à vous faire. Vous avez fait ce qui vous a été demandé et je voudrais vous remercier et transmettre mes salutations au secrétaire général et lui dire que nous sommes très sensibles à l'ensemble des citoyens du monde qui ont été envoyés au Mali à un moment difficile et qui ont fait ce qui leur a été demandé. La troisième chose, c'est que nous rentrons dans une nouvelle phase. Aujourd'hui, notre gouvernement, après avoir pris la souveraineté sur l'ensemble du territoire national, rentre dans une phase nouvelle de son combat contre le terrorisme. Nous avons une certaine approche que certains peuvent discuter, mais nous avons très bien étudié. Pratiquement, au sommet de l'État, le chef de l'État, le président de la République, c'était un militaire. Il a fait presque la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Donc, il a vu beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Souvent que les techniciens de la MINUSMA ne voient pas, ils sont dans leur bureau, ils font leur travail. Il a été même enlevé par les terroristes, comme otage, avec des camarades. Le ministre de la Défense, c'est des gens qui ont échappé à la mort par hasard. Il y a des cas où il a reçu toutes les balles, tous autour de lui sont morts, les balles sont venues ricocher sur son chargeur. Ça, c'est parce que, comme on dit en religion, ces jours n'étaient pas terminés. Donc, ceux qui dirigent l'État aujourd'hui,
c'est des gens qui ont une claire conscience de ce qu'ils doivent faire. Nous ne sommes pas sur le terrain politique, mais depuis bien avant 2020, nous avons une lecture politique qui indiquait que les Maliens se trompaient. Vous savez, les Maliens, quand l'amunissement leur avait été annoncé, beaucoup ne savaient pas que les missions des Nations Unies ne sont pas là pour faire la guerre, c'est des maintiens d'opération. Mais les Maliens, dans leur grande majorité, ont pensé que c'est des gens qui vont venir s'ajouter à l'armée pour faire la guerre aux terroristes. Avant qu'on comprenne ça, il y a eu beaucoup de dégâts sur le plan de la compréhension mutuelle. Et moi, très tôt, j'ai commencé à écrire pour expliquer aux Maliens qui sont en train de se tromper. Ce qu'on attend de l'amunissement, ce n'est pas ça son travail. Maintenant, dans l'ensemble, il y a un peu de tout. Comme je dis à les fonctionnaires de l'amunissement, il y a d'autres opérations militaires qui travaillent ensemble. Et là-dedans, il y a des agendas cachés souvent que vous ne voyez même pas. Ça, on ne peut pas vous faire le reproche. Et c'est ce que nous avons regardé. C'est ce que les militaires ont regardé. Parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprenait pas. Je vous donne un indice. Quand on annonçait ici l'arrivée de l'amunissement, 25 avril 2013, la résolution 2100, vous savez, les Maliens étaient tellement ravis. Moi, j'étais de ceux qui leur expliquaient qu'ils sont en train de se tromper. Mais, en ce moment, on se rappelle seulement que le terrorisme, il était dans l'extrême nord du Mali. Maintenant, 7 ans après, il n'était pas au Burkina, il est arrivé. Il n'était pas au Niger, il est arrivé. Il a pris 80% du territoire malien. Donc c'est comme un malade qui a mal à une partie de sa tête. On lui prescrit un médicament pour 2 ans. Mais au bout de 9 ans, il se rend compte que 80% de son corps est gangréné. Donc il est obligé de s'asseoir, réfléchir. Ou bien il attend la mort, ou bien il se lève, il change tout. Il change de médecin, il change de posologie, il change de médicaments. En réalité, c'est ce qui est arrivé au Mali. Mais ça n'a rien à voir avec les infirmiers qui font les piqûres, qui donnent les médicaments. C'était le cas de l'amunissement. Mais le docteur qui prescrit les médicaments, qui fait les visites, ça, c'est la politique. Et donc, on a compris ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase existentielle. Parce que le terrorisme qui est censé être combattu, détruire, vous savez, il y avait les fameuses les arguments du président français, François Hollande. Il dit que, par exemple, concernant l'opération Serval, que l'objectif de Serval, c'est de détruire le terrorisme. C'est d'aider à établir l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire et appliquer les résolutions des Nations Unies. Le terrorisme, au lieu de le détruire, il a pris 80% du territoire. Il est allé au Burkina, au Niger, dans les pays du Golfe. Donc ça veut dire que soit il trompait les gens, mais il s'est trompé. La deuxième chose, c'est d'aider l'État malien à étendre son autorité sur l'ensemble du territoire national. L'actuel président de la transition, le ministre de la Défense, beaucoup font partie des officiers qui devaient rentrer à Kidal. Mais c'est l'État français qui les a empêchés de rentrer. C'est l'armée française. Et donc, les gens sont obligés de se poser des questions. L'armée a agi sur des instructions politiques. Quand il y a eu les incidents, quand Moussa Mara a été, 2014, vous savez qu'il y a des soldats maliens qui se sont réfugiés dans les locaux de l'amunissement. Quand l'État malien a voulu récupérer leurs armes, les Français ont dit non, c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA. Donc, on est obligé de s'interroger. Qui a empêché le Mali d'aller à Kidal? Et même les Maliens, les armes que les Maliens ont perdues là-bas, on dit que les Maliens ne peuvent pas les avoir. C'est pour vous dire seulement qu'il y a une question, c'est une série de questionnements que les Maliens ont continué à se poser. On ne s'est pas levé comme ça. La troisième chose, c'est les résolutions des Nations Unies.
allez-y lire les résolutions 2100 2013 et la résolution qui a suivi un an après. C'est la terre et le ciel. Donc, vous savez que quand quelqu'un est malade, toute personne qui dit qu'il va le soigner, il est d'accord. Donc, petit à petit, le terrorisme a quitté le nord, c'est venu au centre. Finalement, on a même oublié le nord. Et au nord, il n'y avait plus d'État. Est-ce que vous savez qu'il y avait des chefs rebelles qui percevaient 96 millions de francs CFA par mois dans l'exploitation des mines d'or à Gao? Dans les budgets de l'État, il y a des millions par an qui sont prévus pour l'entretien routier, pour des routes qui n'existent même pas. Les gouvernements ferment les yeux sur tout ça. Donc c'est pour vous dire que les Maliens n'en veulent à rien du tout au personnel qui a travaillé à la MINUSMA. Il y avait des jeux géopolitiques, des jeux politiques qui n'ont rien à voir avec vous. Et donc, partez avec le sentiment du devoir accompli. Je pense que vous avez fait ce qui vous a été demandé. Les jeux qui se font ailleurs, ça c'est autre chose. Et regardez même l'accord pour la paix et la réconciliation nationale qu'on a signé ici le 15 mai 2015. Les principaux mouvements armés ont refusé de signer. C'est le 20 juin qu'on a signé un addendum, un document qu'on a ajouté à l'accord et dire que ça a la même valeur que l'accord. Mais quand vous lisez ce document, tous les éléments de la partition programmée du Mali, qui dans 20-30 ans, tous les gens qui comprennent comme nous, ils allaient mourir, c'est fini. Donc on allait arriver à un niveau de partition de fait du Mali où aucun dirigeant ne peut revenir en arrière. Ce document, nous l'avons. En fait, c'est là-dedans qu'il y a la partition programmée du Mali. Et le gouvernement a été obligé de s'associer à ça. Moi, j'étais dans le gouvernement. 2015, 2016, je suis sorti. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a été présenté aux Nations Unies un document sur les autorités intérimaires en disant que c'est un succès. Or, ce document n'a pas été élaboré par les Maliens. J'étais dans le gouvernement, on n'en a pas débattu. C'est le ministre de l'administration, le Premier ministre, ils ont monté au président, ils se sont montrés au nord, à l'ONU. Ça disait quoi en substance? Qu'il y a une loi malienne sur les autorités intérimaires qui est appliquée de façon abusive. Donc au nord, dans toutes les régions du nord, il y avait les terroristes, Gao, Tombouctou, Kidal, et ainsi de suite. On dissout les organes élus. C'est-à-dire, on passe le temps à parler de démocratie, mais tout ce que le peuple a élu, on les a enlevés. Maintenant, qui va diriger le Nord? C'est des gens, des cadres qui sont nommés par la rébellion et le gouvernement. Et celui qui représente le gouvernement, c'est un rebelle. Donc c'est la rébellion qui va diriger les régions du Nord. Moi, j'ai dit au Premier ministre, mais c'est que les rebelles n'ont pas eu par les armes. Ils n'ont pas eu par les négociations. C'est sous la table que le pouvoir politique, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils n'ont pas eu par les armes. Ils n'ont pas eu dans les négociations. Maintenant, on va dissoudre tous les organes élus. On les remplace par des personnes qui sont désignées dans des bureaux à Bamako, par les chefs des rebelles. Bon, c'est tout ça réuni qui a fait que finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux faire un divorce à l'amiable. Parce que quand un couple est tel que monsieur et madame ne peuvent pas vivre là, il vaut mieux se séparer. C'est ce qui est arrivé et vraiment, sur le plan technique, nous n'avons rien à vous reprocher. Je voulais que vous partiez avec le sentiment de devoir accompli. La séparation avec les forces internationales, c'est une décision politique. Je vous ai donné quelques éléments pourquoi c'est arrivé. Je l'ai dit même aux Nations Unies, moi-même quand j'ai été nommé Premier ministre la première fois, j'étais parti. Nos soldats mouraient par centaines. On les met dans les fosses communes comme des animaux, on enferme. Vous voyez par exemple la base d'Indeliman. C'est MINUSMA qui a donné l'argent. C'est Barkhane qui a construit. Mais ils ont oublié, entre guillemets, de faire des forages.
Or, on sait que le premier besoin de l'homme, à fortiori dans le désert, c'est l'eau. Donc, les soldats sont obligés de sortir, aller chercher dans les puits des hameaux. Les terroristes, pendant quelques mois, étudient leur parcours. Ils tombent sur eux un jour. Ils les tuent tous. Ils prennent les camions, ils mettent des bonbons d'explosifs. Ils vont rentrer dans le camp. Ils font exploser. Une partie des militaires meurt. Ceux qui restent en vie font 7 heures de temps pour demander une aide. La MINUSMA a dit qu'elle n'est pas venue pour faire la guerre. Barkhane dit qu'elle n'est pas venue pour ça. Ils sont tous morts. Après, on est allé les mettre dans les fosses communes. Bon, il y a une partie des Maliens qui regardaient tout ça, qui examinaient, qui notaient. Il y a une partie de l'élite qui voyage, qui a fait des discours, qui sont encensés, c'est la démocratie. Ça n'a rien à voir avec les peuples maliens. C'est ça la réalité. C'est pour cela que tout de suite je viens d'une cérémonie où on parlait des femmes. Je leur ai dit que vous savez, un gouvernement, qu'il soit élu, qu'il soit par coup d'État, qu'il arrive par succession dynastique, il y a 3 conditions minimales, mais pas suffisantes, pour qu'il soit légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique des citoyens, il ne peut pas être légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité sanitaire de ses citoyens, le minimum, il ne peut pas être légitime. Un gouvernement qui ne peut pas assurer le minimum de sécurité éducationnelle. Donc c'est la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité éducationnelle. Ce sont les minimums pour pouvoir exister. Comme j'avais des ambassadeurs des autres pays qui nous ont donné des leçons de démocratie, je leur ai rappelé qu'aucun pays dans l'histoire de l'humanité, aucun n'a commencé son développement par la démocratie. J'ai dit aux représentants des États-Unis, George Washington a fait plus de 10 ans au pouvoir, personne ne l'a élu. En France, les 2 hommes les plus célèbres, Napoléon et De Gaulle, personne ne les a élus. C'est eux qui ont fait les fondations de la France. En Angleterre, en 1941, lorsque le Premier ministre est allé signer le pacte de non-agression avec les Allemands, quand il est revenu, toute la population est sortie pour le flatter, même la reine, il s'appelait Chamberlain. Il y a un seul homme qui s'est levé là-bas. Il dit qu'ils ont été signés un pacte pour la paix, éviter la guerre. À la fin, ils auront eu la guerre et la honte. Quand Hitler les a attaqués, la reine n'a eu d'autre chose que d'aller chercher Churchill, qui était considéré comme impopulaire. Donc, il faut qu'on nous laisse résoudre les problèmes. D'après les Africains, quand vous avez une tartine dans la bouche, là, il faut avaler ça avant de prendre une autre. Pendant que les populations mouraient, tous les hommes politiques qui disaient à Bamako, élection, élection, aucun ne peut pas aller chez lui. Moi, je suis allé la dernière fois chez moi en 2014. Il y a des hommes politiques qui étaient là, qui demandaient des élections, mais toute la population est en train de mourir. Donc on leur a dit, asseyons-nous, résolvons les problèmes petit à petit, étape par étape. C'est ce qu'on est en train de faire. Parce que nous savons très bien qu'à terme, il faut un régime démocratique. Une fois que le peuple est sécurisé, s'il est nourri, s'il est instruit, il va comprendre, il va demander des dirigeants qu'il a choisis. Et si on refuse, il va se lever et les chasser. Je l'ai dit à un ambassadeur ici. J'ai dit, quand leur président était venu à la tête du pays en 1945, ses priorités, c'était de nourrir la population qui mourait de faim. Aujourd'hui, ils n'ont plus faim. La deuxième chose, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est l'un des peuples les plus instruits. Comme ils sont instruits, ils n'ont plus faim. Leurs présidents, ils se sont mobilisés, ils ont 2 ans, ils l'ont renvoyé. Quand un peuple est instruit, il n'a plus de problème. Donc j'ai dit tout ça, je sais que beaucoup vont dire que tout ça c'est déjà entendu, mais pour que vous compreniez que nous n'avons rien contre les acteurs des forces étrangères. Les jeux géopolitiques et politiques qui se faisaient, vous n'avez rien à voir. C'est pourquoi ceux qui sont morts, nous les aurons toujours en mémoire. Nous considérons qu'ils ont donné leur vie pour la paix au Mali. Donc je voudrais vous saluer. Et la façon dont vous quittez, vous savez, on dit souvent,
La façon dont on vient, ce n'est pas le plus important, mais comment on part. Et on se sépare à l'amiable. L'aménagement était venu, ce que les Maliens ont pensé, ils sont avérés que c'est pas ça, ils étaient fâchés. Maintenant, on est en train de se séparer à l'amiable. Et je crois que c'est la meilleure façon de se séparer et vous laisser une bonne impression. En tout cas, les rencontres que j'ai eues avec vous, et les dernières phases, c'est vrai, au début, il y avait, bon, toute chose, c'est comme ça, c'est comme un enfant, quand il vient au monde, il tombe, il se lève. Je ne comprenais pas au début, mais la dernière phase, tout le monde est content. J'ai demandé personnellement au ministre des Affaires étrangères, il m'a dit que tout est clean et qu'il n'y a rien à dire. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le Président, vous remercier tous et vous dire que vous avez des amis au Mali.